Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je laisse les participants se connecter progressivement et nous allons démarrer ce webinaire d'ici quelques minutes. J'habite dans une ville petite. Voilà, bonjour à tous. Écoutez, merci aux participants de nous rejoindre aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet lié à la réglementation des dispositifs de diagnostic in vitro. En effet, aujourd'hui, nous allons aborder l'impact de la mise en application du règlement 2017-746-UE relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sur les dispositifs que l'on appelle dispositifs maison utilisés dans les établissements de santé. Et pour ce faire, je remercie Nadine Autran. Donc Nadine, spécialiste réglementaire dans le dispositif de diagnostic in vitro depuis de nombreuses années. On ne les compte plus, n'est-ce pas? Donc Nadine va nous faire cette présentation. Donc pour le périmètre de ce webinaire, elle va revenir sur les sujets et les points suivants. Entre autres, le cadre réglementaire de ce webinaire, qui est concerné, les définitions de dispositif médical de diagnostic in vitro et la notion de dispositif en interne des dispositifs dits maison, les changements induits par le règlement dispositif de diagnostic in vitro à venir, 2017-746 pour les établissements de santé, puis une conclusion. Et enfin, donc, après ces 45 minutes de présentation, nous aurons une période de questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser la petite boîte Q&R qui est en haut de votre application Zoom pour poser vos questions, ou sinon le chat, j'y répondrai volontiers. Et donc, qui suis-je? Je ne me suis pas présentée, excusez-moi. Donc, moi, je suis Sylvie Lebeau, chef de projet qualité et affaires réglementaires, et je suis interne au sein de MD101 Consulting. Et donc, j'anime ce webinaire régulièrement et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et je vais donc laisser la parole à Nadine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes partis pour cette thématique de l'IVDR. Il y en aura plusieurs dans le cadre de l'IVDR. Et nous allons commencer, comme l'a dit Sylvie, par le cadre réglementaire de ce webinaire. Le cadre se limite à la directive 98/79 qui va être évoquée et principalement au règlement 2017-746, donc le règlement de l'Union européenne. Et ce cadre, donc nous n'aborderons pas tout ce qui concerne la réglementation US qui est en fait, là, il y a des paramètres qui sont différents dans la réglementation US et il y a souvent des confusions avec la réglementation US. Donc éventuellement, on peut en parler à la fin, mais ça ne sera pas abordé pendant le webinaire, ce qui concerne la réglementation US. Qui est concerné par ces dispositifs maison et l'impact du règlement sur ces dispositifs maison? Ce sont les établissements de santé qui fabriquent ou modifient un dispositif médical de diagnostic in vitro et l'utilisent en interne. Donc, c'est ce que nous dit le règlement. Et le règlement nous donne la définition de ce qu'est un établissement de santé. Et c'est important puisque les établissements de santé, on va le voir, vont bénéficier d'exceptions par rapport aux fabricants de dispositifs de diagnostic in vitro. Et donc, il faut bien répondre à la définition d'établissement de santé pour pouvoir prétendre à ces exceptions qui sont accordées aux établissements de santé, qui sont: un établissement de santé est une entité ayant pour mission première de prendre en charge ou soigner des patients et d'œuvrer en faveur de la santé publique. Donc, sont concernés par les exceptions par rapport aux dispositifs maison, les laboratoires d'analyse médicale, les hôpitaux, cliniques et centres de soins dispensaires qui réalisent des analyses médicales et les établissements tels que l'établissement français du sang et l'Institut Pasteur, par exemple, qui réalisent des analyses médicales.
Je reviens. Et bien sûr, si votre établissement ne correspond pas à ces définitions, à ce moment-là, vous ne pouvez pas bénéficier des exceptions qui sont accordées et dans ce cas, vous devenez fabricant de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à part entière avec toutes les exigences du règlement qui s'appliquent. Avant toute chose, on va s'attarder un petit peu sur la définition du dispositif médical de diagnostic in vitro et je pense que c'est important parce qu'il y a des confusions là-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous allez voir apparaître d'un côté la définition donnée par la directive et de l'autre côté la définition donnée par le règlement. Je vais commenter la définition du règlement, mais vous aurez sous les yeux celle de la directive aussi, et on verra en bleu dans le règlement ce qui s'est ajouté, ce qui est différent. Donc, un dispositif de diagnostic, un dispositif médical de diagnostic in vitro ou DMDiv, c'est un réactif ou un produit réactif ou un matériau d'étalonnage ou un matériau de contrôle ou bien une trousse, ce qu'on appelle un kit en anglais, un instrument ou un appareil ou un équipement ou bien un logiciel. Donc ça apparaît par rapport à la directive où les logiciels n'étaient pas traités comme des dispositifs, des DMDiv à part entière. Un système, donc on va avoir des instruments connectés entre eux, par exemple, ou un instrument avec un logiciel, ou bien des récipients pour échantillons. Et ce dispositif, donc un de ceux-là, qui soit utilisé seul ou en association. Ce dispositif, il est destiné pour être un DMDiv par le fabricant, donc le fabricant classique, ou bien si c'est un dispositif maison, et bien par l'établissement de santé, à être utilisé in vitro dans l'examen d'échantillons provenant du corps humain. Et on y inclut les dons du sang et les tissus uniquement ou principalement dans le but de fournir des informations, lesquelles, concernant un processus ou un état physiologique ou pathologique, concernant des déficiences congénitales physiques ou mentales, concernant la prédisposition à une affection ou à une maladie, permettant de déterminer si un traitement donné est sûr pour des receveurs potentiels et compatible avec eux, ou bien permettant de prévoir la réponse ou les réactions à un traitement. Donc là, c'est une précision et un ajout par rapport à ce qu'il y avait dans la directive, ou bien permettant de définir ou de contrôler des mesures thérapeutiques. Donc, je reviens là-dessus, pour que le dispositif dont on parle soit bien un DMDiv, il faut qu'il réponde à cette définition. Donc, il faut bien s'attarder sur cette définition pour être sûr qu'il s'agit d'un DMDiv. Alors, je souligne qu'il est important de remarquer que le terme test, on a vu dans toute la liste qui apparaît en grisé en dessous, le terme test n'est pas listé dans la définition de DMDiv, que ce soit dans la directive ou bien dans le règlement. Donc un test n'est pas un dispositif. Un test est effectué à l'aide d'un ou plusieurs dispositifs. Il y a beaucoup de confusion. Et pour le confirmer, voilà, dans la directive ou bien dans le règlement, la notion de marquage CE est toujours associée à la notion de dispositif. Donc, le marquage CE est apposé sur un dispositif. Et un test n'étant pas un dispositif, un test ne peut pas être marqué CE. Le test n'est pas marqué CE, c'est le dispositif qui est marqué CE. Et le test pourra être fait avec un dispositif marqué CE ou plusieurs dispositifs marqués CE ou avec des dispositifs maison. Attention,
le test n'est pas marqué CE et on retrouve ça régulièrement parce qu'il y a une confusion avec la réglementation US, mais là, on est dans la réglementation européenne. Alors, maintenant qu'on a vu la définition de DMDIV, on va s'attarder sur la notion de dispositif en interne, dit dispositif maison, in-house, hein, in-house device, en anglais, dans la réglementation en anglais. Le terme dispositif en interne ou dispositif, dit dispositif maison, n'apparaît pas dans la directive 98/79, mais ce type de dispositif, il est évoqué pourtant. Il est écrit, la présente directive ne s'applique pas aux dispositifs fabriqués et utilisés au sein d'une seule et même institution de santé. Donc, jusqu'à l'apparition du règlement, et qui est entré en vigueur en 2017 et qui va être mis en application le 22 mai 2021, les dispositifs en interne ou les dispositifs maison n'étaient pas concernés par la directive 98/79, mais maintenant, ces dispositifs maison sont concernés par le règlement. Petite correction, 26 mai 2022 pour la mise en application. Non, mais je me permets. Oui, petit tapis. Oui, tu as raison, heureusement d'ailleurs. Enfin, pas pour moi, mais heureusement pour les fabricants. Le terme dispositif en interne ou dispositif maison est présent dans le règlement. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le règlement? Les établissements de santé devraient avoir la possibilité, sans faire l'objet de toutes les exigences du présent règlement, de fabriquer, donc devraient avoir la possibilité de fabriquer, de modifier et d'utiliser des dispositifs en interne et de répondre ainsi à une échelle non industrielle aux besoins spécifiques des groupes cibles de patients qui ne peuvent pas être satisfaits au niveau de performance approprié par un dispositif équivalent disponible sur le marché. Donc, le règlement avait, ça c'est dans le prologue, donc l'objectif c'est ça, et dans le corps du règlement, on voit que à l'article 48, paragraphe 2, il est précisé dispositif fabriqué en interne conformément à l'article 5, paragraphe 5. Et on va en parler de manière détaillée. Donc, il va y avoir des changements. Le règlement induit des changements pour les établissements de santé et on va les voir maintenant dans le détail. Les établissements de santé donc, qui fabriquent ou modifient un dispositif médical de diagnostic in vitro et l'utilisent en interne vont devoir se mettre en conformité avec l'article 5, paragraphe 5, qui dit, à l'exception des exigences générales en matière de sécurité et de performance fixées à l'annexe 1, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux dispositifs fabriqués et utilisés exclusivement dans les établissements de santé établis dans l'Union si toutes les conditions suivantes sont remplies. Et donc, on va voir quelles sont les conditions suivantes pour bénéficier de beaucoup d'exemptions dont vont bénéficier les établissements de santé, mais pour cela, il va falloir qu'ils remplissent des conditions. On va les voir. Donc, par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Pour chaque dispositif maison, l'établissement de santé va devoir remplir les conditions de l'article 5, paragraphe 5 et répondre aux exigences générales en matière de sécurité et de performance de l'annexe 1. Alors, on commence par les conditions de l'article 5, paragraphe 5 à remplir. Les dispositifs maison ne sont pas transférés vers une autre entité juridique. Donc, le dispositif maison, il est fabriqué, modifié à tel endroit, on ne le transfère pas
dans une autre entité juridique, c'est-à-dire telle qu'elle est définie dans les statuts de l'entité, son nom, son adresse, etc. La fabrication et l'utilisation des dispositifs maison s'effectuent dans le cadre de systèmes de gestion de la qualité appropriés. Donc, il faut un système qualité mis en place, approprié aux exigences. Le laboratoire de l'établissement de santé respecte la norme EN ISO 15189 ou, le cas échéant, les dispositions nationales, notamment les dispositions nationales en matière d'accréditation. Donc, selon les États membres, il faut s'adapter à cette phrase-là. L'établissement de santé justifie dans sa documentation que les besoins spécifiques du groupe cible de patients ne peuvent pas être satisfaits par un dispositif équivalent marqué CE. À partir du moment où sur le marché va apparaître un dispositif équivalent au dispositif maison, l'établissement de santé devra cesser d'utiliser son dispositif maison et utiliser le dispositif marqué CE. L'établissement de santé fournit sur demande à son autorité compétente des informations concernant l'utilisation de ces dispositifs maison qui comportent une justification de leur fabrication, de leur modification et de leur utilisation. On continue avec l'article 5, paragraphe 5. L'établissement de santé établit une déclaration qu'il rend publique comprenant le nom et l'adresse de l'établissement de santé de fabrication, les détails nécessaires pour identifier les dispositifs maison, une déclaration qui indique que les dispositifs maison satisfont aux exigences générales en matière de sécurité et de performance, énoncées à l'annexe 1, on va les voir après, le cas échéant justifiant les exigences générales qui n'ont pas pu être satisfaites. Pour les dispositifs maison relevant de la classe D, l'établissement de santé établit une documentation permettant de comprendre la justification de leur classification conformément aux règles établies à l'annexe 8 du règlement, leur destination, ces dispositifs maison, la destination intended use ou intended purpose dans le règlement, les deux sont utilisés si on prend la version anglaise. Les installations de fabrication, donc devront être clairement documentées dans la documentation, le procédé de fabrication, la conception, les performances analytiques et cliniques, évidemment, selon la destination. Et je précise que les États membres, le règlement précise que les États membres peuvent appliquer cette disposition également aux dispositifs maison relevant des classes A, B ou C. S'il le décide, c'est précisé. Selon l'État membre, s'il a envie d'appliquer ça à toutes les classes, il est libre de le faire. Voilà. L'établissement de santé, donc on continue avec les conditions de l'article 5, paragraphe 5, examine l'expérience issue de l'utilisation clinique des dispositifs maison et prend toutes les mesures correctives nécessaires. C'est-à-dire que l'expérience gagnée par la routine va permettre d'identifier des non-conformités et d'y remédier. Tout ça sera et de prendre les mesures correctives nécessaires. Donc tout devra être tracé à l'intérieur par le biais du système qualité mis en place ou amélioré. Les États membres peuvent exiger des établissements de santé qu'ils transmettent à l'autorité compétente toute autre information pertinente concernant les dispositifs maison qui ont été fabriqués et sont utilisés sur leur territoire. Et les États membres conservent le droit de restreindre la fabrication et l'utilisation de tout type particulier de dispositifs maison et en outre le droit de contrôler les activités des établissements de santé.
Voilà, donc il va falloir très bien documenter les choses, les justifier et s'attendre à tout moment à fournir à la demande des États membres et des autorités compétentes des justifications. Je traduis en langage commun l'ANSM pour la France. Voilà. Voilà, ça c'est pour la France, mais si nous avons des amis belges ou suisses qui suivent ça, voilà, on reste dans le cadre européen. Alors, maintenant, donc on a vu l'article 5, paragraphe 5, donc les conditions à respecter, et maintenant on va voir les réponses à apporter aux exigences générales en matière de sécurité et de performance de l'annexe 1. Voilà. Alors, les dispositifs atteignent les performances prévues par leurs fabricants et sont conçus et fabriqués de telle manière que, dans des conditions normales d'utilisation, ils soient adaptés à leur destination. Ça veut dire qu'il faudra avoir une documentation de la destination, l'intended purpose, intended use du dispositif maison. Il faut que ça soit écrit et clairement documenté. Il faudra faire une démonstration documentée de la validité scientifique du dispositif, c'est-à-dire démontrer la corrélation des analytes mesurées détectées avec l'état clinique ou physiologique évalué. Et ça, il faut voilà, c'est documenté, donc c'est écrit et ça peut être fourni. Il faudra aussi faire une démonstration documentée de ses performances analytiques. Donc, quand je dis documenté, c'est-à-dire que ce ne sont pas juste des résultats dans des fichiers Excel, des résultats c'est un rapport qui est écrit et qui commente et qui fait référence aux résultats obtenus. Donc, la démonstration documentée des performances analytiques. Donc, on fait les études de performance analytique et on fait un rapport de performance analytique. Une démonstration documentée des performances cliniques du dispositif maison, conformément à la norme NF ISO 20916 qui est citée, qui est mentionnée dans le règlement. Autre exigence de l'annexe 1, ils sont sûrs et efficaces et ne compromettent pas l'état clinique ou la sécurité des patients, ni la sécurité ou la santé des utilisateurs ou, le cas échéant, d'autres personnes, étant entendu que les risques éventuels liés à leur utilisation constituent des risques acceptables au regard des bénéfices pour le patient et compatibles avec un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité compte tenu de l'état de l'art généralement admis. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il va falloir documenter l'état de l'art et cela régulièrement, parce que l'état de l'art évolue. Ensuite, l'établissement de santé devra faire une démonstration documentée, mise à jour régulièrement, du rapport bénéfice-risque pour le patient du dispositif maison en comparaison avec l'état de l'art. Voilà, donc je reviens là-dessus. Hein. Donc, c'est tout ce travail de documentation, c'est beaucoup de temps. Parce qu'il faut faire la recherche, hein, la recherche d'informations, et ensuite il faut rédiger, mettre à jour le rapport. Donc régulièrement, là c'est à discuter suivant la classe du dispositif. Donc là, pour rentrer dans les détails, soit dans les questions-réponses, soit hors de ce webinaire, mais là, on n'a pas le temps de s'attarder. Autre exigence à laquelle il faut répondre, les fabricants établissent, appliquent et documentent et maintiennent un système de gestion des risques. La gestion des risques s'entend comme un processus itératif continu
concernant l'ensemble du cycle de vie d'un dispositif maison, dans notre contexte, qui doit périodiquement faire l'objet d'une mise à jour systématique. Ça veut dire quoi? Eh bien, il faut avoir fait la démonstration documentée de la mise en œuvre en continu, donc permanente, de la norme NFEN ISO 14971-2019 pour chaque dispositif maison. Et c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Voilà. Lorsqu'il s'agit d'éliminer ou de réduire les risques liés à une erreur d'utilisation, le fabricant réduit autant que possible les risques liés aux caractéristiques ergonomiques du dispositif et à l'environnement dans lequel le dispositif est destiné à être utilisé. Bon, l'environnement, c'est un laboratoire, donc on ne va pas s'attarder, c'est pour ça que j'ai mis en rouge les risques liés aux caractéristiques ergonomiques du dispositif. Eh bien, il faut le démontrer. Il faut le démontrer par la production d'un rapport qui va être conforme à la norme NFEN 62366-2015 qui est relative à l'ergonomie et qui dont les résultats vont être inclus dans l'analyse de risque, dans le processus de gestion de risque qu'on a vu avant avec l'ISO 14971. Donc, il va falloir démontrer que le dispositif maison il faut démontrer ses caractéristiques ergonomiques et il y a une méthodologie pour le faire et c'est la 62366 qui aide à faire cela. Elle fait partie des normes harmonisées, hein, comme toutes les normes qui sont citées dans ce webinaire, et les normes harmonisées donc, sont citées dans le règlement. Pour l'instant, les normes harmonisées disponibles sont harmonisées pour la directive 98/79, mais avant la mise en application, donc en mai 2022, du règlement, la liste des normes harmonisées pour le règlement aura été fournie. Et le conseil, c'est que pour faire cela, plutôt que d'appliquer la liste des normes harmonisées de la directive, il faut prendre la même liste, mais prendre les dernières versions des normes. Quand vous avez, par exemple, pour la directive, la 14971 version 2012, ne prenez pas ça pour faire votre analyse de risque, mettre en place vos systèmes de gestion de risque selon le règlement pour les dispositifs maison, mais prenez la dernière version qui est la version 2019. Donc ça fait beaucoup d'informations, bien sûr, mais voilà, c'est ça quand on. C'est un petit conseil à prendre, oui. Voilà. Les caractéristiques, alors autre exigence, les caractéristiques et les performances d'un dispositif ne sont pas altérées au point de mettre en danger la santé ou la sécurité du patient, de l'utilisateur et, le cas échéant, d'autres personnes pendant la durée de vie du dispositif telle qu'elle est indiquée par le fabricant. Donc ça veut dire que l'établissement de santé, puisqu'on parle des dispositifs maison, doit indiquer dans le dossier, dans la documentation de son dispositif maison, qui tient à disposition des États membres et des autorités de santé, il doit avoir établi la durée de vie et l'avoir indiquée. Alors, et les dispositifs sont conçus, fabriqués et conditionnés de façon à ce que leurs caractéristiques et leurs performances pendant leur utilisation prévue ne soient pas altérées pendant le stockage. Ça veut dire quoi? Eh bien, il va falloir produire un rapport sur la stabilité des performances du dispositif maison et conforme, hein, un rapport conforme. Là, j'ai une petite erreur. Hein. Conforme n'est pas entre guillemets, c'est maison qui doit être entre guillemets. Donc, conforme, il n'y a pas d'entre guillemets, c'est conforme et voilà. Conforme à la norme NFEN ISO 23640-2015. C'est la norme qui permet
qui vous guide sur la méthode à suivre pour l'évaluation de la stabilité, shelf life, et ce sont les mots anglais qui me viennent. Donc, la durée de vie du dispositif lorsqu'il n'est pas total, voilà. Et ensuite, il y a la stabilité in use et il y aura pas, elle couvre aussi la stabilité pour le transport, mais évidemment, cette partie-là n'aura pas à être abordée pour un établissement de santé, puisque évidemment, la condition, c'est qu'il n'y a pas de transport, que le dispositif maison est utilisé sur place. Il n'y a pas de transport. Alors, on va conclure sur, ça paraît, c'est assez dense, mais finalement, c'est une petite partie du règlement. Compte tenu de la charge de travail requise pour être en mesure de prouver la conformité des dispositifs maison au règlement 2017-546 dès le 26 mai 2022, les établissements de santé ont tout intérêt à mettre en place dès à présent une stratégie de remplacement de leurs dispositifs maison par des dispositifs marqués CE achetés auprès de fabricants de DMDIV. Parce que les fabricants de DMDIV, c'est leur métier, ils ont l'habitude de ces exigences. Ils vont eux-mêmes devoir recruter beaucoup de personnel pour se mettre un niveau par rapport au règlement. Donc, normalement, ils sont en cours de transition pour cela. Donc, c'est un énorme travail de se mettre à jour, d'être conforme au règlement, parce que le gap entre la directive et le règlement est conséquent. Donc, voilà. Donc, ils ont le personnel pour ça. Ils investissent pour ça. Ce qui n'est pas forcément le cas des établissements de santé, parce que ce n'est pas leur cœur de métier. Et sinon, si ce n'est pas une stratégie de remplacement, eh bien, il va falloir faire une stratégie de mise en conformité avec les conditions de l'article 5, paragraphe 5, et les exigences générales en matière de sécurité, de performance de l'annexe 1, à condition de prouver qu'aucun dispositif marqué CE satisfaisant le besoin des patients n'est disponible sur le marché. Et donc, ça va demander, si c'est l'option 2 qui est choisie, qui est maintenue, et il faut songer dès à présent à faire un écart, une analyse d'écart, un gap analysis entre votre système qualité, je m'adresse aux établissements de santé, entre votre système qualité, entre ce qu'il y a dans votre documentation et ce qu'il va falloir faire, et mettre en place, trouver les moyens budgétaires et humains pour pouvoir répondre à tout ça, afin de ne pas vous mettre en danger. Parce que imaginez, si du jour au lendemain on vous dit stop, vous n'utilisez plus votre dispositif maison, cela voudra dire que tous les tests, toutes les analyses médicales qui sont faites avec ce ou ces dispositifs qu'on vous dira stop, vous ne pourrez plus les faire. Donc voilà, il faut anticiper. Je vous remercie et voilà, je laisse la parole à Sylvie pour les questions. Merci beaucoup Nadine pour cette présentation qui était très ciblée, donc établissement de santé, parce que c'est vraiment une information nouvelle dans le règlement, donc pour laquelle il faut se préparer. Donc merci beaucoup, c'était très clair. Enfin, moi je trouve que c'était très clair, mais je suis objective. Je suis subjective, pardon. Oh là là. On sent que les vacances de Noël approchent bientôt. Ça commence à être difficile dans le choix des termes. Bref. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'en ai pas vu arriver au cours de la présentation. C'est que c'était clair aussi pour les participants. Donc, on va attendre quelques minutes pour voir si des mains se lèvent. C'est à vous. La parole est à vous. J'ai l'impression d'être sur un débat politique. La parole est à vous. Après, c'est vrai que cette information auprès des établissements de santé, je pense que tout le monde n'est pas réellement au courant de ce… Non. Oui. Raison pour laquelle on avait décidé de faire ce webinaire, mais c'est vrai que je pense que les établissements de santé n'ont pas encore vraiment complètement conscience de
de cette contrainte réglementaire qui va leur arriver rapidement dessus. Je ne vois pas de questions. Écoute Nadine, c'est que tu as été parfaite. Eh ben, écoute, tant mieux. Ou alors le contraire, l'opposé. Non, mais il y a un email. Donc, si entre-temps, des participants avaient des questions, vous pouvez toujours nous envoyer un email à rendez-vous-expertmedtech.com. Bien sûr, vous avez les liens LinkedIn également. Donc, je suis également sur LinkedIn et Nadine aussi. Et on vous fera parvenir la présentation, bien sûr, avec le lien de l'enregistrement du webinaire. Comme ça, vous aurez tous les commentaires également. Je remercie tout le monde. Je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui avant la période de trêve des confiseurs. C'était très appréciable. Et puis écoutez, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.